Pendant des siècles, de puissants clans de shinobi se sont engagés dans des guerres incessantes. Leur conflit étant alimenté par une poursuite implacable de la domination totale sur le Japon. Cependant, au milieu des batailles tumultueuses et des affrontements de sabres, une sinistre force a pris racine. La violence et l'effusion de sang ont donné naissance à une énergie malveillante, qui a projeté une aura sombre sur la terre. Cette énergie malveillante est devenue un phare attirant les démons des profondeurs de l'enfer pour envahir le pays et posséder ses habitants. Reconnaissant la menace imminente, les clans de shinobi ont mis de côté leur rivalité de longue date, s'unissant dans une lutte résolue pour protéger l'humanité. La légende raconte qu'une divinité est apparue du royaume céleste, se révélant aux shinobis unis et dévoilant une épreuve ancienne. La réussite de cette épreuve doterait les shinobi d'une série de pouvoirs incroyables. Ces nouvelles capacités pourraient les aider à bannir les démons dans les profondeurs de l'enfer. Conscients que ce n'était que le début et anticipant la réapparition des démons, les shinobi survivants ont fondé l'empire de l'étoile écarlate sous la direction du héros écarlate. La divinité a alors coupé cet empire des contraintes du temps, leur confiant la garde de la première flamme dotée d'une énergie divine. Cette flamme a le pouvoir de briser le son emprisonnant le dieu démon. Les murmures persistants affirment que même maintenant, les deux forces opposées menaient leur guerre dissimulée dans les ombres. L'histoire commence dans une métropole entourée de bâtiments imposants, dont l'architecture est parfaitement adaptée au parcours. Un jeune garçon en sweat à capuche gris court à travers le paysage urbain. Ses chaussures rouges et blanches éclaboussent une flaque d'eau sur les toits alors qu'il saute d'un bâtiment à l'autre. Sa forme agile propulsée par l'urgence insiste sur le fait qu'il ne peut pas se permettre d'être en retard. Bondissant d'un toit à l'autre, le jeune garçon atterrit avec une pointe d'inquiétude sur son visage sur le toit d'un immeuble. Il ne peut se débarrasser du sentiment que quelqu'un d'autre pourrait le devancer dans ce qui semble être une course improvisée. D'un mouvement rapide, un autre individu prend sa place sur son chemin. Le jeune garçon déterminé jure de ne pas perdre si facilement. Avec la détermination, il se précipite vers le bâtiment où l'inconnu est perché. Il met toute sa force dans un ultime saut, se propulsant hors du bord du toit. Alors qu'il s'élève, ses orteils parviennent à peine à saisir le bord, et il se retrouve momentanément suspendu. Malgré son effort valeureux, sa prise faiblit et il tombe en lançant un cri à briser les tympans, face à la perspective terrifiante de chuter au sol en contrebas. En une fraction de seconde, une main forte se tend et le saisit, l'empêchant de tomber. À sa grande surprise, c'est le même inconnu qu'il avait devancé quelques instants plus tôt, lui tendant maintenant une bouée de sauvetage pour le sauver d'une mort certaine. D'un ton calme mais ferme, l'individu conseille au garçon de faire preuve de prudence, lui rappelant que la mort équivaut également à une perte. Un sourire espiègle éclaire le visage du garçon. Il canalise rapidement son énergie en utilisant un puissant coup de pied contre la surface du bâtiment pour se relancer sur le toit. Avec une grâce fluide, il exécute un saut périlleux époustouflant, passant sans effort devant l'individu qui vient de le sauver. Le garçon rit et hoche la tête en signe de reconnaissance envers l'individu qui lui a tendu la main. Avec une détermination renouvelée, il relança son élan avec une énergie pleinement enflammée. À chaque bond, le jeune garçon saute de toit en toit, une tornade d'exubérance et de vitesse. Il se délecte de l'exaltation de la poursuite, convaincu que l'individu ne pourra plus le rattraper. Avec un dernier éclat d'énergie, le garçon se propulse vers un balcon voisin, saisissant habilement la balustrade avec sa maîtrise impressionnante du parcours. Triomphant, il se lance dans une danse de célébration, convaincu d'avoir remporté cette course palpitante sur les toits. Tandis qu'il glisse gracieusement à travers la porte du balcon, prêt à savourer un déjeuner bien mérité, une surprise l'attend. Soudain, une main surgit de nulle part, lui assénant un coup puissant dans le ventre. Grimaçant de douleur, le garçon se tient le ventre visiblement affecté par le coup inattendu. L'individu l'accuse de tricherie, essayant de sauver la face, le garçon bredouille une excuse, affirmant que son mouvement n'était qu'une improvisation. Néanmoins, la confusion persiste dans ses yeux alors qu'il peine à comprendre comment il a perdu malgré ses efforts. Pourtant, son attention se tourne rapidement lorsque le sifflement de la bouilloire signale que l'eau est prête. Ignorant son inconfort, le visage du garçon s'illumine, il sait qu'il est juste à temps pour son repas préféré, des nouilles au curry instantanées. Sa salive coule au coin de sa bouche alors qu'il compte impatiemment les secondes, il est impatient de dévorer les nouilles grandissant à chaque instant. Avant qu'il ne puisse commencer sa dégustation, une pantoufle vole dans les airs vers lui. Le garçon se baisse rapidement sous la pantoufle, la laissant passer. Avec un rire triomphant, il taquine l'individu pour son tir manqué. Cependant, sa victoire est de courte durée car une autre pantoufle trouve soudainement sa cible. Le lanceur inattendu n'est autre que sa mère, Aniko, qui lui rappelle sévèrement de se laver les mains avant de manger. Le garçon acquiesce avec résignation en posant la pantoufle de côté tout en cédant à la demande avec une pointe de réticence. Un peu de temps plus tard, le jeune garçon avait fini son déjeuner et s'est dirigé au salon où l'écran de télévision était actif. Le jeune garçon s'affale sur le canapé et demande à sa mère ce qu'il y a pour le dessert. Soudainement, la voix urgente de l'animateur de nouvelles annonce un événement de dernière minute se déroulant sur la 32e rue.
Le garçon tourne son attention vers l'écran avec curiosité. Le reportage commence à se dérouler en direct à la télévision. Une scène chaotique apparaît, un homme trempé de sang et brandissant un couteau, pris dans une rage violente qui a déjà coûté la vie à 2 personnes. Ses yeux bleus perçants brillent d'une intensité inquiétante alors qu'il grogne comme une bête sauvage. Le garçon fixe l'écran avec intensité, témoignant de la scène troublante à la télévision. À côté de lui, l'expression de sa mère reflète son étonnement, laissant transparaître un mélange de surprise et d'inquiétude. L'atmosphère dans la pièce devient tendue alors que le reportage continue de dépeindre la confrontation tendue entre l'homme armé d'un couteau et les policiers qui l'encerclent. Des coups de feu sont tirés, l'homme apparemment insensible au danger, continue d'avancer avec une détermination presque surnaturelle. Brusquement, les images en direct sont coupées, la voix de l'animateur revient, tentant de rassurer le public que la situation est désormais sous contrôle. Son ton vacille légèrement alors qu'il s'efforce de détendre l'atmosphère avec une blague qui tombe à plat face aux événements troublants qui viennent de se dérouler. Réagissant rapidement, la mère attrape la télécommande et éteint la télévision. Son fils, visiblement intrigué et préoccupé, se tourne vers elle avec des yeux interrogateurs à propos de l'homme aux yeux bleus. Avec un soupir doux, elle explique que certaines personnes choisissent de consommer des drogues qui affectent leur corps et leur esprit de manière drastique, ce qui peut entraîner des comportements inhabituels et dangereux. Elle insiste sur l'importance d'éviter les drogues, ainsi que le tabac et l'alcool, car ils peuvent nuire à la santé et au comportement. Le garçon accepte en plaisantant, remarquant qu'il n'a que 13 ans. La mère, cherchant à alléger l'ambiance, félicite son fils pour ses progrès dans la course plus tôt, essayant de faire apparaître un sourire sur son visage. Le garçon sourit en coin et déclare en plaisantant qu'il la battra un jour. La mère rit et loue son esprit déterminé, lui rappelant que l'amélioration vient avec la pratique et la patience. Le garçon, légèrement perplexe, questionne le but des entraînements apparemment aléatoires qu'ils font chaque jour. Sa mère répond avec un sourire doux, expliquant que développer la force et affiner les compétences sont essentielles pour faire face aux défis de la vie. Elle ajoute que se préparer physiquement et mentalement peut l'aider à surmonter les obstacles et à protéger les personnes qu'il aime. Le garçon remonte son sweat, fléchissant ses muscles pour montrer qu'il croit être déjà assez fort. « Il est temps pour moi de repartir à la salle. » Sa mère rit et lui donne un coup de coude taquin, demandant en plaisantant s'il est vraiment aussi confiant qu'il le paraît. L'expression du garçon devient plus sérieuse alors qu'il exprime ses frustrations, partageant qu'il est fatigué des déménagements constants et des sessions d'entraînement apparemment aléatoires qui dominent leur vie. Sa mère l'écoute avec compassion, son regard s'adoucissant alors qu'elle essaie de comprendre ses sentiments. Avec un sourire doux, elle admet que ce n'est pas facile pour elle d'expliquer tout maintenant, mais elle promet qu'un jour, quand le moment sera venu, elle partagera les raisons derrière leur mode de vie exceptionnel. La frustration du garçon est palpable, et il exprime son exaspération en soulignant que sa mère promet d'expliquer depuis 5 ans. Il ajoute une touche d'humour à son irritation en mentionnant son compagnon canin, Chonky, qui est son seul ami mais ne s'intéresse principalement qu'à manger et dormir. Le chien, semblant comprendre leur conversation dans une certaine mesure, tente de participer en émettant un grognement, montrant qu'il n'est pas seulement intéressé par la nourriture et le sommeil. La mère détourne habilement la conversation en suggérant que son comportement pourrait être influencé par la puberté. Cependant, le garçon rejette cette idée, affirmant qu'il a déjà dépassé cette étape, 13 ans d'âge. Il exprime sa véritable curiosité au sujet de ses origines et de l'identité de son père, indiquant son désir de percer le mystère entourant son passé. L'inquiétude dans les yeux de sa mère devient plus prononcée alors qu'elle lutte pour trouver les mots justes. Elle explique que bien qu'elle ne puisse pas fournir toutes les réponses maintenant, le moment viendra où tout lui sera révélé. Elle le rassure qu'à ce moment-là, il comprendra tout. Pour l'instant, elle demande à son fils de simplement savoir que son père est le plus grand homme qu'elle ait jamais connu. Le garçon baisse légèrement les yeux en signe d'accord avec sa mère, choisissant de laisser de côté ses questions sur le passé pour le moment. À contre-cœur, il est chargé par sa mère de sortir Chonky pour sa promenade quotidienne et de récupérer son cadeau d'anniversaire en chemin. L'agacement visible sur le visage du garçon montre clairement qu'il n'est pas ravi de la situation. Aniko ajoute qu'il devrait prendre son vélo car il commence à faire sombre dehors. Tentant d'alléger l'atmosphère, elle accepte de partager quelques anecdotes sur son père à son retour. Toujours en grognant et en roulant des yeux, il se dirige vers la porte pour promener le chien. Aniko se lève du canapé pour les voir partir, elle est préoccupée par l'intérêt soudain que porte son fils pour son histoire. Un homme vêtu comme un ninja, armé d'un sabre et portant un sac rouge, se dirige vers une construction emblématique asiatique. Le seigneur écarlate donna son appréciation sur le comportement de Yasuke. Il expliqua que durant des années il a observé les aspirations humbles de Yasuke, comme celle de protéger les vulnérables des forts, et celle d'avoir surmonté des défis qui ont vaincu d'autres. En recevant ces paroles, un profond sentiment d'accomplissement s'épanouit chez Yasuke. Le seigneur expliqua que l'ennemi de Yasuke, la main noire, cherchait de la force en absorbant des âmes de démons dans sa lame, mais sans une volonté puissante cette énergie négative corromprait et dévorerait son âme. Néanmoins, Yasuke a réussi à vaincre la main noire. Cet exploit amena le seigneur à proclamer Yasuke comme le nouveau chef de clan.
Après cela, le seigneur demanda à Yasuke de partir, notant que son épouse attend son retour. Après un certain temps, Yasuke bondissait de branche en branche aussi rapidement que possible, impatient de voir sa femme et de partager la nouvelle de sa nomination comme nouveau chef de clan. Il arriva à destination, et fut informé par les gardes que sa femme l'attendait à l'intérieur. En entrant, Yasuke fut surpris par un cri de douleur intense. À sa grande stupéfaction, c'est son épouse qui était sur le point d'accoucher. Notre vaillant guerrier se précipita aux côtés de sa femme, le cœur rempli d'un mélange d'inquiétude et d'anticipation. Cependant, Aniko s'inquiète du sang qui tache le visage de son mari. Yasuke la console, assurant à Aniko que ce sang n'est pas le sien. Néanmoins, elle était visiblement mal à l'aise, son visage étant tendu par l'intensité des contractions. Soudainement, un autre guerrier pose fermement ses mains au sol et commence le rituel de scellement. Concentrant son attention sur ce processus complexe, un bruit assourdissant résonne soudainement de l'extérieur. Confus par la situation, Yasuke peine à comprendre les événements et exige urgemment une explication concernant le tumulte extérieur. Une sensation d'inquiétude traverse les sens de Yasuke, laissant présager que quelque chose ne va pas. Surgissant de nulle part, un autre guerrier entre et informe urgemment le chef de clan que les défenses du temple ont été violées. Yasuke presse pour obtenir une explication, exigeant de connaître les détails de la situation à l'extérieur. Cependant, dans un rebondissement soudain, le guerrier commence à émaner une aura sombre et sinistre. Saisissant la tension croissante, Yasuke ordonne aux autres de terminer rapidement le rituel. Le guerrier qui vient d'arriver continue de dégager une aura terrifiante. Soudain, quelque chose ressemblant à une entité sombre commence à émerger du corps du guerrier, une main grotesque, comme si elle se frayait un chemin de l'intérieur, se glisse lentement hors du corps du guerrier, contorsionnée et sinistre, puis dans un mouvement brusque, elle surgit, tout le bras tendu. Yasuke est sans voix, l'incrédulité le saisit alors qu'il contemple la scène surréaliste qui se déroule devant ses yeux. Une créature émerge du corps, commentant la difficulté de son entrée et soulignant que l'utilisation du corps du garde était le seul moyen de la rendre possible. Conscient de la résilience des shinobi contre la possession, la colère de Yasuke éclate alors qu'il exige de connaître l'identité du démon qui se tient devant lui. Offensé, la créature ordonne aux shinobi de se taire, affirmant sa distinction par rapport aux démons inférieurs. La créature précise qu'elle vient du 6e enfer, un royaume à part. Un shinobi identifie la marque sur la tête de la créature, la reliant à celle des déchus, et la désigne comme le démon du halo noir. Répondant rapidement, il dirige un autre shinobi pour ériger rapidement une barrière protectrice autour de la mer. Comprenant l'urgence, l'autre shinobi commence immédiatement à canaliser de l'énergie en se concentrant sur la création de la barrière. Cependant, avec un simple sourire malveillant du démon, la vie du shinobi est brusquement interrompue lorsque sa tête est tordue par une main qui se matérialise au-dessus de lui. Les shinobi et Aniko n'en croient pas leurs yeux. Yasuke lui aussi, est surpris par l'attaque soudaine du démon qui se trouve un peu trop loin. Le démon du halo noir refuse catégoriquement d'être appelé démon, exprimant son dédain pour ce terme qu'il trouve déplaisant. Le shinobi survivant informe urgemment Yasuke qu'ils doivent partir, expliquant qu'en l'absence des autres shinobi il ne peut pas exécuter le rituel protection efficacement. Yasuke acquiesce et informe Aniko qu'il va créer une diversion pour lui permettre de s'échapper. Aniko préoccupé, exhorte Yasuke à ne pas se retenir en soulignant que son adversaire vient du 6e enfer et représente une menace importante. Yasuke donne un ordre à Aniko, lui demandant de fuir, et elle s'enfuit de toutes ses forces. Le corps de Yasuke se met en mouvement rapide, le propulsant derrière le démon. Dans une démonstration agile, ses pieds touchent le sol gracieusement de l'autre côté. Pendant ce temps, le démon anticipe les actions de Yasuke et attaque avec une intention létale. La force pure de l'attaque du démon propulse Yasuke en arrière, l'envoyant voler dans les airs. Il s'écrase contre le mur et la force est telle qu'il traverse le mur, incapable de résister à la collision. Le démon affirme que sa cible n'est pas Yasuke. Néanmoins, une réalisation soudaine lui vient lorsqu'il remarque qu'Aniko a déjà échappé à son emprise. Sans hésitation, il initie un processus de magie noire, une aura sinistre qui donne naissance à une multitude de petites créatures démoniaques. Ces créatures étranges nées de sa propre forme, prennent leur envol à travers le temple. Leurs yeux brillent de malveillance alors qu'elles scrutent les environs, cherchant des corps sans vie afin de saisir l'occasion de les posséder. Ils manifestent leur intention maléfique sous le contrôle du démon et prennent possession des cadavres de shinobi. Les shinobi morts-vivants possédés se déplacent désormais à son commandement. Le démon ordonna aux morts-vivants d'extraire le bébé du ventre d'Aniko et d'apporter sa tête. Dans un retournement soudain des événements, l'attention du démon est attirée par un bruit sourd derrière lui. C'est Yasuke avec une résolution ardente dans les yeux, qui laisse échapper une énergie meurtrière. Il jura de stopper les machinations malveillantes du démon. Même le démon est obligé de reconnaître la puissance du shinobi écarlate devant lui. Avec une détermination enflammée, Yasuke déclara son intention de renvoyer le démon dans les profondeurs de l'enfer d'où il est apparu. Cependant, le démon ne semblait pas de son avis et rappela froidement à Yasuke que bien que sa femme ait échappé à son emprise pour l'instant, son sort est scellé.
Confiant dans les capacités de sa femme, Yasuke affirme qu'Aniko a la résilience nécessaire pour se protéger même dans les moments qui précèdent l'accouchement. Yasuke s'apprêta à passer à l'action, ordonnant fermement au démon de cesser de parler de sa femme. D'un ton sinistre, le démon informa le shinobi qu'ils sont incapables de saisir la gravité des événements imminents de cette nuit. S'élançant avec une détermination sans borne, le démon s'exclama à Yasuke que la naissance de l'enfant marquera le début de la fin des shinobi. Alimenté par les paroles du démon, les yeux de Yasuke brillèrent d'un feu intense. En reprenant son calme d'une profonde inspiration, il stabilise sa posture en contractant ses muscles et fracassa le sol d'un mouvement puissant. Yasuke puisa alors dans les profondeurs de l'art secret ninja, invoquant son pouvoir alors que sa main s'embrase de flammes ardentes. Il libère une rafale de boules de feu en succession, qui ont pour cible le démon qui se dirigeait vers lui. Le démon esquiva sans effort les projectiles enflammés avec une agilité et qualifiant dédaigneusement l'attaque de pathétique. Cependant, cette première attaque n'était qu'une diversion. En une fraction de seconde, Yasuke se retrouva au-dessus du démon avec son poing enflammé. Avec rage, Yasuke initie sa contre-attaque, mais le démon préparait une attaque qui repoussa Yasuke avec un mouvement athlétique de shinobi. Ayant pris ses distances du démon, ce dernier reconnut la vitesse de Yasuke. Yasuke, quant à lui, complimente nonchalamment le démon en le qualifiant de laid. Cependant, sans perdre un instant, une main se matérialise à travers un portail directement derrière le shinobi, lui laissant juste assez de temps pour échapper de justesse à son emprise. L'assaut ne faiblit pas, l'obligeant à opérer des manœuvres évasives. Alors que Yasuke atteint la fin du mur, le visage du démon se tord en une expression de gêne. Ses yeux tombent sur son bras, celui qui avait traversé le portail qui avait subi de nombreuses coupures. Les manœuvres de Yasuke n'étaient pas simplement évasives, mais stratégiques. Parmi les esquives, il avait méticuleusement tranché l'avant-bras du démon avec son katana. Toujours perché sur le mur, Yasuke canalise une autre technique ninja secrète, conjurant la foudre qui prend forme de sa paume. Avec une explosion d'énergie, il libère une décharge de puissance électrisante, les 1000 oiseaux. Yasuke se propulse telle une fusée supersonique vers le démon, semblable à un serpent prêt à mordre. Dans sa trajectoire, il percuta le torse du démon. Alors qu'il se propulse en avant en plein vol, il laisse derrière lui des piliers fracassés. Enfin, il arrête son élan, laissant le démon immobile contre le mur. Yasuke expliqua que sa technique des 1000 oiseaux n'a encore rencontré aucune personne capable de l'esquiver. Cependant, le démon dit d'une voix imposante, « On peut donc affirmer que je suis un dieu. » Yasuke réalise soudainement que le démon a habilement échangé de place avec un autre shinobi. Émergeant des ombres, la voix terrifiante du démon dégouline d'amusement obscur alors qu'il chuchote à Yasuke, remettant en question la manière dont les shinobi traitent leurs camarades tombés au combat. Infusé de colère, Yasuke tente de pivoter et de lancer une attaque contre le démon, mais reçoit un coup soudain et brutal à son cou. L'impact de l'attaque le propulse à travers les airs, pour aller s'écraser contre le mur de l'autre côté. Confiant dans sa victoire, le démon fait ses adieux avec un sourire sinistre. Il se prépare donc pour une autre attaque dévastatrice. De l'autre côté, Aniko s'éloigne maintenant du temple dans une tentative désespérée de se mettre en sécurité. Au milieu de sa fuite frénétique, une profonde inquiétude pour Yasuke envahit ses pensées. Cependant, une prise de conscience soudaine s'empare d'elle, ce n'est pas le moment de s'inquiéter pour lui. L'urgence de sa situation devient primordiale alors qu'elle sent d'autres adversaires à ses trousses. Cherchant à créer de la distance, elle commence à canaliser un art ninja secret. Son attention se porte sur un arbre sur lequel elle utilise son pouvoir caché. Alors que ses poursuivants se rapprochent, des branches jaillissent du tronc de l'arbre pour les empaler comme des vulgaires insectes. Malgré cela, Aniko réalise que certains ont réussi à éviter l'assaut et continuent leur poursuite. Deux autres poursuivants font leur apparition, positionnés juste au-dessus d'elle. Alors que sa fuite se poursuit, les contractions incessantes s'ajoutent à ses défis, mais malgré la douleur, elle murmura à l'enfant de lui accorder encore un peu de temps. Au milieu de la poursuite, les assaillants commencent à déployer des arts ninja secrets. Elle comprend que ses adversaires implacables ne sont autres que des shinobi écarlates, et ils ont pu se faire posséder. Alors qu'un adversaire se rapproche violemment, les instincts de survie d'Aniko se déclenchent, la poussant à se défendre contre un coup de genou puissant. Puisant dans sa force intérieure, elle riposte avec une détermination inébranlable en canalisant toute sa puissance dans un coup de poing féroce. La force de son coup propulse le shinobi possédé en arrière, l'envoyant s'écraser contre un arbre voisin. Cependant, alors que ses contractions s'intensifient et que sa force diminue au milieu de sa lutte, elle continue de supplier l'enfant de tenir encore un peu plus longtemps. Pourtant, dans un cruel retournement du destin, alors qu'elle tente de se relever, elle est percutée par un puissant éclair d'énergie, elle est propulsée dans les airs comme feuille dans une tempête. Aniko tombe et roule sur le sol, son attention indéfectiblement fixée sur la protection de la précieuse vie en elle. Alors qu'elle approche du bord de la falaise, le péril grandit car le précipice menace de l'engloutir. Elle parvient néanmoins à s'agripper désespérément au bord. Suspendue au bord de la falaise, la prise d'Aniko reste sa seule bouée de sauvetage, alors que ses poursuivants se dressent directement au-dessus d'elle avec une intention sinistre évidente alors qu'ils canalisent une autre technique mortelle d'art ninja pour l'abattre.
Réalisant qu'elle est au bord de la mort, la voix d'Aniko tremble de résignation alors qu'elle offre des excuses déchirantes à Yasuke dans ses derniers instants. Pourtant, juste au moment où les ombres de la mort semblaient se refermer sur elle, un autre ninja canalise un puissant art ninja. Des flammes en forme de phénix anéantissent les shinobi possédés dans un feu purificateur. Les yeux d'Aniko s'agrandissent de stupéfaction, alors que le prêtre shinobi se matérialise devant elle comme un sauveur opportun au milieu du chaos. Tandis que la nuit battait son plein, une nouvelle vie entre dans le monde, les cris d'un nouveau-né perçant l'air. Au milieu de l'avènement de cette existence fragile, la voix du prêtre shinobi porte une déclaration lourde de sens. Il se tourne vers Aniko et proclame solennellement que le rituel de scellement n'est plus une option viable. La gravité de la situation les frappe tous les deux alors qu'il explique que la seule solution restante est d'éliminer le nouveau-né, une nécessité sombre pour empêcher la libération du déchu. Le regard d'Aniko se baisse, elle était bouleversée par un mélange de protection maternelle et du poids de cette décision déchirante. Pendant ce temps, le prêtre shinobi tenta de la convaincre avec un argument logique, soulignant que le destin de l'enfant avait été scellé par la mort de l'autre prêtre au combat. Face à cette réalisation, des larmes coulèrent sur le visage d'Aniko alors qu'elle serrait son bébé. Avec un cœur lourd de désespoir, elle implora une voie alternative. Le prêtre shinobi, agacé par ces niaiseries, exhorta doucement Aniko à s'écarter et de renoncer à son enfant. Le combat entre le haut démon et Yasuke était d'une violence absurde. Saisissant l'instant, le démon nargua Yasuke en affirmant que la qualité du clan des shinobi a décliné au fil des âges. Cependant, il a vite fermé sa bouche, car celui qu'il pensait avoir anéanti était accroché sur un pilier, il avait clairement évité l'attaque dévastatrice. Yasuke reconnaît la puissance formidable des 6 démons infernaux. Alors, il redescendit au sol, et se prépara à la bataille à venir. Maintenant qu'Aniko était à distance, il pouvait se permettre de libérer toute sa puissance. Les doigts de Yasuke se referment sur la garde de son katana, en un seul mouvement fluide, il fendit l'air, pointant la lame de son katana sur le démon qui se tenait devant lui. Yasuke coupe court à la tension en déclarant que le moment est venu de mettre fin à ce conflit tant attendu. Sans peur, le démon provoqua Yasuke avec une arrogance effrontée, déclarant qu'il ne peut être vaincu par un simple dévoreur de démons. Yasuke resta inflexible, insensible aux paroles du démon, il canalise son pouvoir, tissant une aura redoutable qui l'entoure d'une énergie. L'intensité de sa concentration était palpable et sa connexion avec sa lame si profonde, qu'il la sentait vibrer sur une longueur d'onde distincte. Yasuke déclara d'une voix ferme, que ce dernier sera une addition appropriée à la myriade d'énergie négative que sa lame a déjà absorbée. Ayant perdu patience pour les plaisanteries de Yasuke, le 6e démon de l'enfer se prépara à lancer l'attaque qu'il a chargée avec une intensité concentrée. Enfin, il déchaîna un torrent d'énergie de sa poitrine, qui traversa l'air avec une aura de malveillance. Anticipant l'assaut imminent, d'un geste rapide et fluide, Yasuke envoie une entaille qui brille d'une lumière éclatante, et contra l'attaque surpuissante du démon, et se dirigea vers ce dernier qui esquiva avec un sourire en coin. Cependant, Yasuke était déjà sur lui, en un instant il fracassa la tête du démon, ce qui généra une énorme onde de choc. Le pire c'est que Yasuke voulait tellement humilier le démon qu'il traîna sa tête au sol comme une ordure. L'ambiance apparemment tranquille à l'entrée du temple fut rompue par une perturbation soudaine, le démon a été lancé à plus de 1000 km la seconde. S'éloignant progressivement des environs du temple, il utilise ses griffes démoniaques pour stopper son élan et s'arrêter. Cependant, la détermination de Yasuke resta inébranlable, et il poursuivit implacablement le démon à l'extérieur. Face à cette menace imminente, le démon concentre ses forces pour invoquer une nouvelle attaque. Cette fois, il libéra une énergie accumulée en une décharge formidable visant directement le shinobi en approche. Mais Yasuke, étant d'un total insolent, donna un coup de pied dans le faisceau comme dans Capitaine Tsubasa, et le dévia vers le ciel. Le 6e démon de l'enfer n'en croyait pas ses yeux, il était momentanément stupéfait par ce renversement de situation inattendu. Yasuke se préparait déjà à lancer une contre-attaque dévastatrice, déterminé à massacrer son adversaire. En touchant le sol, un bouleversement sismique résonna dans les environs, faisant trembler et gronder tout ce qui se trouvait à proximité. Malheureusement pour Yasuke, le démon avait évité de justesse sa décharge sismique. Le démon prend alors conscience que Yasuke transcende le domaine des shinobis ordinaires. Yasuke, imperturbable, charge en avant, résolu à mener ce combat jusqu'à sa conclusion. Reconnaissant que son niveau de pouvoir actuel est insuffisant, le démon se prépare à déchaîner une attaque de proportions cataclysmiques, menaçant d'engloutir toute la région dans cette attaque. Saisissant la convergence de cette énergie malveillante, Yasuke devint intensément conscient du pouvoir sinistre qui se préparait. Le démon déchaîna son attaque sinistre sous la forme d'une entité crânienne chargée d'énergie noire, fonçant vers Yasuke avec une intention malveillante. Plantant résolument son épée dans le sol, Yasuke se prépara à affronter de front l'assaut imminent. Il se positionna directement face à l'attaque en approche et tendit ses mains pour stopper son avancée. Le démon, quant à lui, ridiculisait Yasuke, affirmant que cette énergie noire anéantira toute vie sur son passage. Sous la pression oppressante de cette attaque sombre, Yasuke luttait pour maintenir sa position.
L'intensité de l'énergie déchira ses vêtements, témoignant de la puissance redoutable qu'il affronte. Cependant, il n'était pas prêt à abandonner. En un instant, il lança un coup de poing surpuissant sur la force malveillante, ce qui l'a anéanti immédiatement. Le démon était totalement stupéfait par l'action audacieuse du shinobi, cela peut se lire sur la vilaine expression de son visage, il se demandait comment cette force obscure imparable a pu être arrêtée par la seule volonté d'un simple humain. Pour la première fois, des frissons parcouraient le démon, cette sensation à laquelle il n'était pas habitué. Il sentit l'énergie de Yasuke continuer à croître, augmentant en intensité au point de le déstabiliser. En une fraction de seconde, le démon a été pris au dépourvu alors que Yasuke lançait un coup de katana rapide et enflammé, qui fendit les défenses du démon, lui infligeant un coup brûlant. Désespéré de reprendre le contrôle, le démon tenta de riposter en invoquant de nouveaux faisceaux d'énergie mortelle, mais réalisa qu'il était au bord de la défaite. Dans une ultime tentative désespérée, il chercha à canaliser son attaque la plus puissante une fois de plus. Cependant, Yasuke ayant maîtrisé le schéma des techniques du démon, prépara son katana infusé d'éclairs, prêt à frapper le démon avant qu'il ne puisse lancer une autre attaque. Le katana de Yasuke perça le cœur du démon, envoyant une décharge d'énergie électrisante à travers son corps. Avec une précision concentrée, Yasuke utilise sa technique signature, la lumière négative, canalisant la puissance de l'éclair à travers son cou. L'attaque fend le cœur du démon comme un éclair, laissant derrière elle une traînée électrisante. Laissé avec un trou béant dans son corps, le démon s'est effondré au sol, tombant à genoux dans l'incrédulité alors qu'il perdait son énergie. L'arrogance précédente du démon étant réduite à de l'apitoiement, il demanda l'identité de son victorieux adversaire. Yasuke se révèle alors sous le nom de Sango Yasuke, l'un des 9 chefs de clan et l'incarnation de l'autorité au sein de l'Empire écarlate. Yasuke souligna que la mort imminente du démon rendait cette information sans importance. Confronté à la menace immédiate du katana, le démon exigea de savoir si c'est le même pouvoir que Yasuke a utilisé pour vaincre le chevalier de la main. Yasuke assemble alors les pièces du puzzle, réalisant comment le démon a pu découvrir l'emplacement du temple. De l'autre côté, le prêtre shinobi préparait une technique d'art ninja dans ses paumes, alors qu'il s'approchait d'Aniko, le poids de sa décision pesait lourdement sur lui. Il comprit que sacrifier la vie du bébé pourrait être le prix à payer pour maintenir l'équilibre fragile de la paix mondiale. Les yeux d'Aniko se remplissaient de larmes, elle suppliait de toutes ses forces, cherchant désespérément une solution alternative. Mais la patience du prêtre s'épuisa et il se prépara à porter le coup fatal. Cependant, juste au moment où il était sur le point de frapper, une boule de feu surgit de nulle part, interrompant son action. L'explosion éclata devant Aniko, la projetant elle et le bébé en arrière. Au milieu des flammes, des échos de pas retentissaient. Aniko serrait fortement son bébé contre sa poitrine, son cœur battant à tout rompre en réalisant que les shinobi possédés les ont retrouvés. L'un d'eux tenait les restes carbonisés du prêtre shinobi. Aniko comprit alors que la menace ne disparaîtra pas même s'ils survivent, car le rituel de scellement crucial restait inachevé. Ainsi, non seulement les démons, mais aussi l'Empire lui-même chercheront à tuer son enfant. Pour l'instant, elle le posa doucement sur le sol, et avec une détermination inébranlable, Aniko se plaça protectivement devant lui, sa voix ferme proclama que Yasuke doit poursuivre son chemin et s'occuper de Sekiryu. En tant qu'épouse, elle refuse de placer Yasuke dans une position où il devrait choisir entre elle et l'Empire. Elle sait qu'une telle décision est quelque chose qu'elle ne pourrait jamais lui demander. Alors, Aniko invoqua son épée, qui brillait d'une énergie bleue éclatante. Ses adversaires prêts à charger, Aniko se préparait à faire face à ses démons au péril de sa vie. Les shinobi possédés surgirent vers elle, et avec un courage résolu, Aniko les affronta, prête à tout sacrifier pour protéger sa famille. Une explosion colossale engloutit le sommet de la montagne, on pouvait l'apercevoir à 10 000 mètres. D'ailleurs cela a immédiatement attiré l'attention de Yasuke, se souciant pour sa femme. Voilà donc une opportunité pour le démon humilié, qui profita pour griffer sauvagement Yasuke à son œil gauche. Instinctivement, il balança son épée dans un mouvement défensif pour repousser le démon, mais le mal était fait. Le sang coulait de la blessure à son œil, le laissant blessé et affaibli. Invoquant un portail tourbillonnant, le démon se moqua de Yasuke, lui rappelant que ce n'était que le début du tourment qu'il compte lui infliger. Se retirant à travers le portail, les mots du démon résonnèrent dans l'air, il jura de ne jamais pardonner à Yasuke de lui avoir volé ce moment. Il ajouta d'un ton ironique que bien qu'il ait perdu, Yasuke pourrait avoir perdu non seulement une, mais 2 choses. Et tout aussi soudainement, le démon disparut à travers le portail, ne laissant aucune trace. Le cœur de Yasuke battait à tout rompre alors qu'il se demandait si Aniko allait bien. Un sentiment d'urgence et de préoccupation le poussa à agir rapidement. Il fixa son regard en direction de la lointaine explosion de tout à l'heure, une combinaison d'anxiété et de détermination pouvait se lire dans son œil unique. Son esprit passait en revue les possibilités et les résultats potentiels qui pourraient l'attendre. Sous la pluie torrentielle, Yasuke se dirigea vers l'origine de l'explosion. Arrivé à la base de la montagne, le regard de Yasuke se fixa sur une main incinérée et un bijou, qu'il reconnaît immédiatement comme étant les boucles d'oreilles dorées d'Aniko.
Tandis que la tempête fait rage, le chagrin s'alluma dans la poitrine de Yasuke, la scène devant lui était bien trop cruelle. Ses mains tremblaient de façon incontrôlable sous la tempête d'émotions qui le ravageait. Ses larmes se mêlèrent à la pluie, traçant des ruisseaux de sang sur son visage. Puis, tel le hurlement plaintif d'un loup solitaire perçant les nuits les plus sombres, Yasuke laissa échapper un cri déchirant. À ce moment-là, la tempête en lui faisait écho à celle autour de lui, comme si la nature elle-même pleurait avec lui pour l'amour qui lui a été cruellement arraché. Cette tragédie s'est passée il y a 13 ans. Depuis, Aniko et son fils mènent une vie de nomade à la fuite de ce passé lourd de responsabilités. En chemin, alors qu'ils pédalent à travers la ville, le ciel se peint de nuances d'orange et de rose, projetant une lueur chaleureuse sur la ville. Shonki, avec son corps duveteux et ses pattes courtes, tente de suivre son maître, la langue pendante et la queue battant joyeusement. Le garçon s'arrête en apercevant une boutique de manga à proximité. Il ne peut s'empêcher de ressentir une poussée d'excitation en sachant que le dernier volume de son manga préféré vient de sortir. Curieux et impatient, il s'approche de la vitrine de la boutique espérant jeter un coup d'œil au contenu du manga. Plongé dans la contemplation, il fixe les nouveautés avec un soupir mélodramatique. Cependant, il était observé par le gérant qui reconnaît le garçon étant venu de nombreuses fois auparavant. Pendant ce temps, juste à côté, un autre titre de nouvelles sur des attaques violentes à travers le pays attire l'attention du garçon. Le reportage continue, indiquant que des individus qui avaient précédemment disparu ont réapparu, se livrant à des actes de violence aléatoires sans la capacité de communiquer. Le présentateur de nouvelles souligne que cette crise ne peut plus être ignorée, exhortant tout le monde à rester vigilant. Le garçon écoute attentivement, ses sourcils se fronçant alors qu'il tente de comprendre la situation qui se déroule. Le reportage passe à un témoin qui affirme avoir vu une figure s'envoler dans le ciel. Le présentateur de nouvelles présente ensuite une vidéo capturée par le témoin, affichant la scène mystérieuse. Les reportages mettent en lumière une drogue en pleine expansion connue sous le nom de White Pepper, que divers médias associent à ces occurrences inhabituelles. Les pensées du garçon se tournent vers les assurances de sa mère que le Japon était un endroit sûr pour eux, bien qu'il réalise maintenant que cela n'est pas forcément vrai. Soudainement, un enfant innocent tenant un ballon de l'autre côté de la route lâche sa prise sur la ficelle et le ballon commence à s'envoler. Le garçon remarque l'enfant qui poursuit le ballon flottant à travers le reflet dans la vitre. En un instant, une voiture arrive à toute vitesse sur la route en direction de l'enfant. Le cœur du garçon bat la chamade alors qu'il voit le danger imminent, ses instincts se mettant en alerte. L'enfant, paralysé par la peur, se tient sur le chemin de la voiture qui approche. Il prend une décision en une fraction de seconde et attrape le guidon de son vélo et le jette vers les roues de la voiture. L'impact fait sursauter le véhicule, créant un bruit strident. Mais même si la voiture vacille, ce n'est pas suffisant pour arrêter son élan et elle continue de foncer vers l'enfant vulnérable. Rassemblant toutes ses forces, le garçon effectue un puissant saut arrachant l'enfant aux griffes du danger. L'enfant, clairement étourdi et submergé, regarde le garçon avec confusion, essayant de comprendre les actes héroïques d'un étranger au lieu de sa mère. La scène attire rapidement une foule croissante de spectateurs. Le conducteur de la voiture arbore une expression furieuse tandis que la mère de l'enfant accourt, un mélange de soulagement et d'inquiétude gravé sur son visage. Le commerçant observe avec admiration l'exploit audacieux accompli par le garçon. Alors que la réalité de ses actions le frappe, le cœur du garçon se serre, réalisant la colère imminente de sa mère lorsqu'elle découvrira l'état de son vélo. Plus tard, il se promenait avec Shonki, répétant mentalement son grand récit d'héroïsme à vélo, espérant qu'Aniko ne sera pas trop furieuse des dommages collatéraux causés à son vélo. Shonki trotte à ses côtés avec son instinct canin semblant accorder de l'importance à l'étrangeté de la situation. Pendant ce temps, Kuro contemple la possibilité que Shonki soit secrètement ravi de l'incident. Shonki s'arrête brusquement, fixant un petit tunnel caché sous le pont et se met à aboyer, le laissant perplexe quant à ce qui pourrait déclencher l'alarme du chien. Un cri de détresse résonne des profondeurs du tunnel, prenant Kuro au dépourvu. À l'intérieur du tunnel, une silhouette inconnue traîne de force une femme par les cheveux plus profondément dans l'obscurité. Avec un cœur déterminé, le jeune homme se lance du pont, atterrissant gracieusement sur le sol. Pendant ce temps, Shonki, posté en haut du pont, persiste dans ses aboiements. Son cœur bat la chamade alors qu'il approche de l'extrémité du tunnel. Kuro avale sa peur, déterminé à avancer et à faire une différence à chaque pas. Son cœur bat comme le battement de tambour d'une histoire d'horreur, mais il continuait de se faire engloutir par l'obscurité du tunnel. Sa main tremblante tient son téléphone, étant sa seule source de lumière. Ayant peur, Kuro essaie de contacter la police, mais malheur. Il ne capte pas le signal. L'attention de Kuro a été attirée par une voix inconnue qui semble émaner des ombres, ses yeux s'écarquillent d'incrédulité, incertain de ce qu'il voit devant lui. La lumière faible projette une silhouette sinistre d'une personne qui fait face au mur, la rendant presque éthérée et surnaturelle. Des frissons montent sur la peau de Kuro alors qu'il demande d'une voix frissonnante si tout va bien. Cependant, les actions dérangeantes de l'inconnu s'intensifient, il grattait le mur avec ses ongles, laissant une traînée de fragments brisés et de taches de sang. Kuro se disait que cette drogue fait vraiment beaucoup de ravages chez les adultes.
Au même moment, une atmosphère oppressante le pousse à regarder vers le haut, où une créature y était suspendue avec des yeux bleus profonds. Kuro pouvait à peine croire ses yeux. Instinctivement, il déclenche une course alimentée par la peur, se précipitant vers la sortie du tunnel. Malheureusement, une silhouette féminine barrait son chemin. En l'apercevant, il cria avec urgence, l'avertissant de fuir car le danger rôde dans ce tunnel. Mais en s'approchant de la forme, il a été choqué par ce qui le faisait face. Peau pâle, longs cheveux roux encadrant son visage et des yeux bleus hantés. Elle était clairement comme les démons de tout à l'heure. De l'autre côté régnait une ambiance festive, la pièce était ornée de ballons jaunes vifs pour l'anniversaire de Kuro. Alors qu'Aniko recule pour admirer son travail, une trace d'inquiétude scintille dans ses yeux, elle se demande si Kuro finira par s'en rendre compte. Elle se console en pensant à l'excitation et le bonheur de son fils quand il verra cela, ce sera une excellente récompense pour ses efforts. Avec le gâteau parfaitement préparé, Aniko se sent satisfaite des arrangements de la fête. En regardant son téléphone, Aniko se rend compte que son fils devait déjà être là. Brusquement, son attention est attirée par le son distinct de grattement contre la porte. Elle s'approche et l'ouvre prudemment, révélant Shonki aboyant anxieusement. Surpris de le voir seul, elle demanda où est son fils. Dans les profondeurs sombres et menaçantes du tunnel, un sentiment d'obscurité et de peur plane. La femme avec ses yeux bleus dérangeants avoue qu'elle faisait de la comédie pour attirer le jeune homme dans ce piège. Terrifié au-delà des mots, Kuro reculait d'effrayement, essayant désespérément de s'éloigner de la femme dérangeante devant lui. Cependant, il trébuche sur une bouteille en verre et se retrouve au sol. Ayant repris ses esprits, Kuro se rend compte qu'il a perdu son téléphone, sa seule source de lumière. Il se précipite désespérément pour récupérer son appareil. Précipitamment, il éclaire l'endroit où se trouvait la femme, malheureusement elle n'y était plus. Son esprit s'emballe, son instinct de survie lui disait qu'il doit saisir cette opportunité pour s'échapper du tunnel avant qu'il ne soit trop tard. Mais des voix glaciales résonnant des profondeurs du tunnel le paralysa de peur. Ses pires craintes deviennent une réalité terrifiante, les figures possédées, avec leurs yeux bleus émergent des ombres en courant comme des titans vagabonds. Notre protagoniste comprend que la meilleure défense est avant tout l'attaque, il ramassa une bouteille en verre et la lança sur un assaillant. La bouteille se brise à l'impact, envoyant des éclats de verre voler dans l'air. Le démon touché s'effondre au sol, offrant à Kuro l'opportunité de se lancer dans une course effrénée pour sa survie. Les éclats de verre, pourtant tranchants, ne font qu'infliger une brève interruption à la progression du monstre. Sans un soupçon de douleur, la créature retire les morceaux incrustés dans sa chair blessée. Les cris désespérés de Kuro se mêlent aux murmures hantés des êtres possédés qui le pourchassent. À l'approche de la fin du tunnel, ses pensées se concentrent sur la fuite, priant pour que la sortie visible lui permette d'échapper à ce cauchemar. Pourtant, son espoir se brise lorsqu'un coup venu de nulle part le frappe violemment au visage. Le choc le projette dans les airs jusqu'à ce qu'il s'écrase contre les parois impitoyables du tunnel. Il lève les yeux, pour voir la femme au sourire sinistre de tout à l'heure. Terrifié, Kuro implore sa clémence, d'une voix tremblante sous l'emprise de la peur. D'un geste rapide et cruel, la femme agrippe son col et le soulève du sol, et le projette de nouveau violemment contre les murs du tunnel. Dans ses yeux brille une soif excessive de cruauté, un désir de briser l'esprit du jeune garçon jusqu'à en extirper tout espoir. Kuro quant à lui pleurait de douleur et de peur, alors qu'il lutte pour respirer dans l'air étouffant du tunnel. Rassemblant ses dernières forces, Kuro tente de s'éloigner de la femme, mais ses membres tremblent sous l'effort. Alors le démon constatant cela, lui donne un coup de griffe, laissant de profondes entailles sanglantes dans le dos de Kuro. Kuro au sol, était en agonie, cependant, la horde d'êtres possédés se tient en une congrégation menaçante derrière la femme. Ils observent sa détresse avec un détachement glaçant, comme des prédateurs jaugeant leur proie. L'air se charge d'une anticipation sinistre alors que les mains griffues de la femme tremblent de manière troublante, reflétant l'agitation qui émane d'elle et de la horde. Tous partagent une conscience perverse que l'âme de Kuro est à son point le plus vulnérable, prête à être dévorée. Le regard de Kuro, autrefois défiant, vacille maintenant lorsqu'il croise celui de la femme monstrueuse et de sa horde. Dans ce bref instant, il semble céder à l'obscurité oppressante qui l'entoure. Juste à temps, l'entrée du tunnel explose dans un fracas de pas rapide, une silhouette se précipite en avant avec des mouvements fluides et gracieux laissant une traînée de corps sans tête derrière elle. Dans un état de confusion, Kuro voit une lueur d'espoir et demande si la personne devant lui est vraiment sa mère. Avec une détermination féroce, Aniko se jette sur le monstre féminin, alimenté par la rage d'une mère protectrice. Le monstre est momentanément déconcerté par l'attaque. Grâce à une agilité inquiétante, il parvient de justesse à esquiver l'assaut d'Aniko, se retrouvant contre le mur du tunnel avec un sourire sinistre, comme s'il était excité par la perspective d'avoir deux proies. Aniko se place entre son fils et le monstre, adoptant une posture défensive. La vision de Kuro se brouille, il ne parvenait plus qu'à distinguer la silhouette déterminée de sa mère. Finalement, ses yeux se ferment sous l'effet de la fatigue et de la douleur, mais la présence d'Aniko le réconforte un peu, la voix de cette dernière l'encourage à tenir bon. Le monstre demande comment elle a tué les autres, surprenant Aniko car à la différence des autres, celui-ci semble être capable de parler librement.
Bien que le monstre se moque des remarques d'Aniko, elle reste concentrée, puisant dans son art secret pour protéger son fils. Elle se prépare à affronter la menace qui se dresse devant elle. Le monstre, aux cheveux roux, charge vers elle avec une férocité implacable, il bondit dans les airs pour l'attaquer de haut. Aniko esquive habilement tout en protégeant son fils. Le monstre, un peu impressionné par sa rapidité, reconnaît son habileté. Aniko déposa Kuro doucement au sol et commença à canaliser de nouveau son énergie, sa colère grandissait en pensant à ce que le monstre a fait subir à son fils. Le démon aux cheveux roux fonça sur Aniko, réduisant rapidement la distance qui les séparait. Avec un mouvement rapide et puissant, Aniko pivote pour faire face à l'attaque et lance un coup de pied fulgurant dans le ventre du démon, le projetant en arrière. Le démon crache du sang, et est allé s'écraser contre le mur du tunnel. Il réalise alors qu'Aniko est en réalité une shinobi écarlate. Aniko continue son attaque en se saisissant fermement de la tête du démon. Le démon implore son pardon, mais Aniko, regrettant de ne pas pouvoir sauver l'humain possédé, concentre son énergie dans sa main et fait jaillir des flammes bleues de la tête du démon. À peine conscient, Kuro aperçoit cette scène avant qu'Aniko ne relâche le cadavre sans vie du démon. Avec Kuro sur son dos, elle quitte rapidement le tunnel sombre, déterminée à lui révéler plus tard toute la vérité sur son passé. Dans le tunnel désormais silencieux, un rire sinistre résonne. Un vortex d'ombre apparaît, laissant place au 6e démon de l'enfer, une entité maléfique dont l'aura glaciale pervertit l'air autour. Le démon observe les corps sans vie du 2e et du 3e démon, il était surpris que même après que le 3e ait reçu la conscience, elle a fini dans ce sale état. Ses yeux maléfiques se posant sur un téléphone taché de sang. Curieux, il goûte le sang, mais recule de dégoût en découvrant qu'il s'agit de celui d'un jeune. Lorsque ses doigts touchent l'écran du smartphone, une lueur envahit l'appareil. Les yeux du démon s'élargissent en reconnaissant les images d'Aniko et de son fils, qui ressemble à quelqu'un qu'il a connu autrefois, le père du garçon. Le démon se réjouit à l'idée qu'Aniko et son fils aient survécu à leur précédente rencontre. Cela signifie qu'ils sont toujours dans son monde, une opportunité pour lui de conquérir le pouvoir tant convoité de la première flamme, une chance qu'il n'a pas l'intention de laisser passer.